C'est l'heure de votre première édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. De partout où vous nous suivez, bonsoir. Les cliniques universitaires de Kinshasa est désormais dotées de matériels médicaux pour la prise en charge de malades atteints de la Covid-19, un don de la COICA, agence sud-coréenne. Et les élections du gouverneur au Kasaï oriental, des candidats s'annoncent au fur et à mesure, comme le sénateur Eric Ngalula qui envisage avec sa prise de pouvoir de booster le développement de la province. C'est le sommaire de ces 19 heures que nous avons le plaisir de vous présenter de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. De plus en plus, la RDC est en train de raffermir les relations avec d'autres pays d'Afrique et surtout qu'elle assume la présidence de l'Union africaine. Hier, par exemple, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Mali qui a porté un message de son président. Reportage. La cité de l'Union africaine a vibré au rythme d'un véritable ballet diplomatique ce mardi 6 juillet 2021. C'est Am Sang-Wok, vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, qu'accompagnait le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala, qui a ouvert le bal dans une audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Corée garde de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Elle réitère son engagement à l'aide humanitaire et à l'aide publique au développement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Elle promet tout son soutien dans le domaine de bonne gouvernance et la santé publique. On a discuté ensemble sur la coopération mutuelle dans divers domaines. On s'accorde à dire qu'on va approfondir notre relations coopératives mutuelles au niveau de politique et économique et culturelle, mais aussi des issues, des enjeux régionaux sur la scène internationale. Oui, plus précisément, on va discuter ensemble au niveau officiel. On va continuer comment on peut approfondir concrètement cette coopération mutuelle. Et je tiens à notre engagement sur le développement, c'est-à-dire l'aide publique au développement pour la République démocratique du Congo. La Corée du Sud va continuer notre soutien et notre aide humanitaire pour RDC. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a reçu également en audience Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porteur d'un message du président de la transition malienne, il était venu solliciter la solidarité et conseil de la RDC pour la stabilité du Mali. Le Mali, depuis le mois d'août, est dans un régime d'exception et traverse une période particulièrement difficile suite au coup d'État du mois d'août de l'année dernière. Et ensuite, il y a eu un soubresaut au mois de mai qui a conduit le colonel Goïta a assumé les charges de chef de l'État et ceci a occasionné aussi des mesures et des discussions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a décidé de la suspension du Mali de ses instances, suspension qui a été aussi entérinée par l'Union africaine. Il nous appartenait en tant qu'aîné du président Goïta que nous venions en mission en son nom auprès de son frère pour pouvoir lui donner l'ensemble des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé au Mali, mais qu'au-delà de cela, nous puissions demander l'accompagnement du président en exercice de l'Union africaine au moment où le Mali a besoin de plus de solidarité, de plus d'accompagnement, en faisant en sorte que le Mali bénéficie de concours de l'ensemble de ses frères africains, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires pour la réussite de cette transition qui doit déboucher sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles. À cela, nous avons bénéficié de la compréhension du chef de l'État par rapport à la situation au Mali, qu'il connaît très bien, et il a une excellente connaissance de l'ensemble de ces acteurs. Le président a partagé avec nous aussi ses conseils, ses suggestions pour son jeune frère, pour une meilleure conduite du reste de la transition. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a encouragé les efforts des autorités maliennes de la transition en vue de la tenue des élections dans le délai.
La famille du président de la République était en deuil. L'élu national de Kabeya Kamwanga s'était éteinte dernièrement en Afrique du Sud. Eugénie Chikawa Mulumba, tante paternelle du président de la République et sœur de feu Étienne Tshisekedi Mulumba, a été inhumée cet après-midi à Kinshasa. Avant sa mise en terre, elle a reçu les derniers hommages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'hôpital du Cinquantenaire. Le temps fort de ses obsèques avec Guylain Kabalonji sur les images de fils Matondo. Au-delà de sa filiation à la famille présidentielle, Eugénie Chikawa Mulumba était une combattante des premières heures au sein de l'UDPS et fervente défenseuse de la démocratie. Aux élections législatives de 2011, elle a réuni tous les suffrages dans son fief et terre natale de Kabeya Kamwanga, faisant d'elle la députée la mieux élue. C'est pour rendre un hommage national mérité à cette députée honoraire que le président de la République, son épouse et toute leur famille sont venus s'incliner devant la dépouille mortelle. Au moment où la famille présidentielle n'a pas fini d'essuyer les larmes après la fratrie Mulumba, voilà que la sœur cadette est arrachée à l'affection familiale. Son parti, l'UDPS, où elle a consacré sa lutte, lui a rendu hommage à travers son secrétaire général, Augustin Kabouya. Toutes les personnalités qui se sont succédées à la tribune ont rendu des témoignages poignants sur son engagement politique et sur ses relations humaines. Des chefs de corps constitués, proches parents, militants et plusieurs anonymes sont venus dire adieu à celle que tout le monde appelait affectueusement Tantine. Conformément à sa foi catholique, feu Eugénie Chikawa Mulumba a reçu les absoutes de l'évêque émérite de Kolé. La mise en terre a lieu en toute intimité familiale, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paix à son âme. Poursuivons ce journal avec cette actualité. Le Japon a déployé un lot important du matériel nécessaire pour le sinistré de Goma. À Kinshasa, la cérémonie de remise officielle a eu lieu entre le représentant de JICA et le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, nous dit Bobette Inga. Apporter symboliquement une assistance d'urgence en matériel de secours à plus ou moins 6000 ménages sinistrés du volcan de Goma, c'est l'essentiel de cette cérémonie au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Matériel composé essentiellement des tentes, des bidons, des purificateurs d'eau et des bâches, dont du Japon, à travers l'agence japonaise de coopération internationale. Précision du représentant résident de la JICA, Shibata. Avec notre compassion à nos amis congolais, nous avons donné ce matériel-là. Depuis quelques semaines, le matériel est déjà à Goma. Aujourd'hui, la cérémonie symbolique avec Excellence, Monsieur le Ministre, pour vous montrer notre solidarité. Le ministre Modeste Mutinga Mutushai a apprécié le geste qui qualifie d'approprié. Nous voudrons, au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, vous présenter les remerciements de la République démocratique du Congo. Vous venez de répondre à la demande immédiate, mais sachez que nous avons encore du chemin à parcourir pour des sinistrés qui s'étaient déplacés, qui doivent se réinstaller à Goma. Le don du Japon est parti de Tokyo et a atterri à Kigali pour être acheminé à Goma pour le bien-être de la population sinistrée bénéficiaire. Et pendant cette troisième vague de la Covid-19, vous devez savoir que les cliniques universitaires de Kinshasa disposent de matériel médicaux approprié pour la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. Elle vient de réceptionner un don de l'Agence internationale sud-coréenne de développement KOICA. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen qui l'a remis à la vice-ministre de la Santé. Témoin de l'événement, Jojo Ndibou Kabulo. Pour appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre la troisième vague de la Covid-19, l'Agence internationale sud-coréenne de développement KOICA a fait un don de matériels médicaux aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Kilumba Véronique, qui a réceptionné ces équipements avant de les remettre aux responsables de cet établissement médical public.
La cérémonie officielle est intervenue aux cliniques universitaires en présence des membres de la présidence ainsi que les personnels et les membres du corps médical de cette institution médicale. Symboliquement, le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen en séjour à Kinshasa, qui a remis à la vice-ministre de la Santé ses dons estimés à plus de 500 000 $ américains. La RDC reste convaincue que l'amélioration des conditions de travail, l'intervention des agents et le renforcement de la résilience du système de santé restent un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations et de la riposte à la pandémie de Covid-19. Dans son adresse, la vice-ministre de la Santé publique a, au nom du ministre Jean-Jacques Mbungani, salué le geste du gouvernement sud-coréen et a appelé les bénéficiaires d'en faire un bon usage. Les États-Unis d'Amérique vont s'investir dans la construction des routes des dessertes agricoles en République démocratique du Congo. Son ambassadeur en RDC, Mike Hammer, a présenté ce projet socio-économique de base pour le développement au ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. Le contour de ce projet avec Rodé Panda. Dans le souci de répondre aux attentes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, il faut des moyens nécessaires pour la réussite des actions du gouvernement que dirige Jean-Michel Samaloukonde. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, joue sa partition pour que l'action gouvernementale soit possible avec l'aide des partenaires. C'est l'essentiel des échanges entre les ministres d'État en charge du plan et l'ambassadeur américain Mike Hammer. C'était une occasion pour les ministres du plan d'exprimer les besoins pour un financement qui sera orienté dans la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, surtout les routes de dessertes agricoles en RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour assister au développement du pays? On a parlé de l'importance de la lutte contre la corruption, que c'est essentiel. Aussi de comment on peut améliorer le climat d'affaires pour attirer des investissements de les grandes entreprises américaines. Spécialement, on discutait les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole, parce que la RDC a un potentiel énorme. Assisté de son vice-ministre, le ministre en charge du plan, Christian Mwando Simba, a présenté à son hôte le besoin du retour de l'USAID qui sans cesse accompagne le gouvernement avec des fonds pour soutenir des projets de développement, mais aussi orienter les investisseurs américains vers la RDC. Thomas Lubanga soutient l'état de siège initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce notable de l'Ituri l'a dit au vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adobango. Doris Mozo et Henri Amouri pour le reportage. La paix dans l'Ituri est une affaire de tous. Les filles et fils sont plus que mobilisés pour ce faire. Thomas Lubanga et Sami Adobango sont aux premières loges de ces notables qui ont décidé de s'engager à fond pour que l'état de siège ordonné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne le maximum des résultats. L'Ituri n'a jamais éprouvé à aucun moment de la manière aussi tragique le besoin de la paix et de la sécurité. Des vies humaines sont fauchées, des multitudes de déplacés errent, vivent une vie infra-humaine. Tout cela, ça les préoccupe, ça nous a préoccupés. Comment pouvons-nous aider à ce que cet état de siège aille vers la réussite et sorte cette population du gouffre? Nous y avons pensé, il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs stratégies, mais une stratégie qui monte des fils et filles même de l'Ituri en termes de task force pour la pacification et pour la réconciliation de l'Ituri. Thomas Lubanga Dilo et Sami Adobango Aoto restent très préoccupés par la question du retour effectif de la paix durable en Ituri et par ricochet de la réconciliation véritable entre les filles et fils de l'Ituri.
Dans un autre chapitre, signalons qu'après l'étape de Boma, la plage de Moanda dans le Congo central est en train d'être réaménagée. Ce site touristique sera ouvert au public après la levée de mesures édictées pour stopper la troisième vague de la Covid-19. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, qui poursuit son périple dans cette province, l'a révélé lors de sa mission d'inspection de sites touristiques. Bobo Samba nous en parle dans ses reportages. À Moanda, Modéron Simba est allé constater l'état de la plage. Cet endroit sera aménagé et réouvert au public après la levée de mesures Covid, a révélé le patron du tourisme en République démocratique du Congo. J'ai reçu la note de l'ICSN sur les conditions techniques pour la réouverture de la plage, ça veut dire des canaux rapides, une tour de contrôle pour le maître nageur et un investissement qui tourne autour de 50 000 $ que j'ai accepté de financer comme ministre de tutelle du tourisme. Les sites touristiques marins de mangrove figurent aussi dans le plan rénovateur de Modéron Simba. Le ministre du Tourisme et les responsables de l'ICSN de ce coin du pays projettent la construction de loges, histoire de rendre plus attrayants ces sites. Bref, lui donner un autre aspect. Avant son retour dans la ville capitale, le ministre du Tourisme a conféré avec le gouverneur du Congo central. Il était question pour les deux personnalités de faire un état de lieu général des sites touristiques de ce coin de la République. Élaborer une politique nationale de l'énergie et de stratégie de cuisson propre est une nécessité pour desservir l'ensemble de la population congolaise en courant électrique et à l'eau. Pour atteindre cet objectif, le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mwenzemkaleng, a ouvert un atelier de validation du rapport provisoire de diagnostic de ces secteurs. Marie Kalong-Ikosia pour le reportage. La RDC va bientôt disposer d'une politique nationale de l'énergie et de stratégie de cuisson propre, un programme du secteur de l'énergie qui permettra au gouvernement d'atteindre le développement économique, social et culturel. Conscient de l'importance de ce programme, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a ouvert par visioconférence l'atelier de validation du rapport provisoire du diagnostic du secteur de l'énergie. Selon Olivier Mwenzemkaleng, l'énergie est l'axe prioritaire de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour répondre aux besoins de la population. Le directeur des énergies renouvelables du ministère des Ressources hydrauliques et électricité a démontré l'importance de cette politique. Pour nous, c'est quand même un document beaucoup plus capital, beaucoup plus important, en vue d'avoir la vision, qu'est-ce que nous voulons du secteur de l'énergie dans son ensemble. Quelle est la vision du pays? Quelle est la vision du chef de l'État pour aller de l'avant? La politique nationale du secteur de l'énergie est indispensable pour accroître la desserte en électricité, attirer les investisseurs et réaliser les recettes. La situation sécuritaire et humanitaire sur l'ensemble du pays a été évoquée au cours du point de presse de la MONUSCO tenu chaque mercredi au quartier général. Mamita Bangoulou nous donne la situation évolutive. Le partage d'informations d'identification des zones à cibler par la force de la MONUSCO, appui logistique FARDC, constitue l'apport important de l'ONU à l'armée nationale en cette période de l'état de siège. La MONUSCO soutient les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives à Nituri et dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Par rapport aux besoins qui sont exprimés par nos partenaires des FARDC. Ce sont eux qui sont en première ligne dans les opérations et donc nous intervenons dans la limite de ce qu'on peut faire évidemment à leur demande sur les principaux axes qui visent à neutraliser les forces négatives qui sont engagées dans des opérations très, très difficiles de faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Concernant le point sur la situation des droits de l'homme en RDC et des activités sur la prise des décisions pour établir l'autorité de l'État, le directeur conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaziz Joy, explique. Et nous assurer que les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre sont conformes aux principes et aux normes
aux standards internationaux. Enfin, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, vient de prendre la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York pour leur présenter le dernier rapport général de la situation qui prévaut en RDC. Suivez à présent cet élément que nous propose la réalisation. Le dernier séjour de travail du président de la République en Égypte porte déjà de fruits. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, qui vient de séjourner au pays des pharaons pendant une semaine, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une grande firme égyptienne dans le domaine de télécommunications. Les discussions ont permis de circonscrire le périmètre du contrat avant sa signature. Cet accord permettra à la République démocratique du Congo d'implanter 116 km de fibre optique à travers le pays, surtout dans sa partie est. Dans un proche avenir, les territoires et secteurs de la RDC seront interconnectés grâce aux nouvelles autoroutes de la communication boostées en faveur de l'implantation de la fibre optique, comme le dit si bien le directeur général de la SCPT. Il faut que nous puissions interconnecter tous les territoires de notre pays et tous les secteurs de notre pays à travers le très haut débit. Et c'est donc que la fibre optique qui le permet. Et le très haut débit va permettre à ce que nous puissions booster l'économie numérique. Le chef de l'État dans le numérique est salué, même en Égypte. Je pense que nous sommes probablement bien lancés pour cela. La SCPT, selon son directeur général, s'engage résolument dans la droite ligne du développement de la République démocratique du Congo prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la connexion de tout le pays par l'implantation de la fibre optique. Et puis la promotion de la cohésion sociale entre les membres de la société civile. L'élaboration d'un cahier de charges de la société civile était au menu d'un atelier ouvert aujourd'hui par le vice-ministre du plan, Crispin Mbadoupanzou, dans le cadre d'une concertation nationale. Mata Serge pour le reportage. Une minute de silence a été observée en mémoire des actrices et des acteurs de la société civile décédés ainsi que des victimes des conflits armés en République démocratique du Congo. Réactiver et consolider les rôles de la société civile en RDC, c'est le thème principal qui sera abordé durant ces 3 jours de travaux l'Assemblée générale extraordinaire du cadre des concertations nationales la société civile qui s'ouvre ces jours à Kinshasa. Parmi les résultats attendus figurent entre autres les renforcements de la cohésion sociale entre les actrices et acteurs de la société civile, la révisitation des textes et logos du CCN, SC, RDC ainsi que les outils de gouvernance. Tout un véritable moment de fixer de nouveaux repères. Dans ce mode d'orientation, le coordinateur national du cadre de concertation de la société civile, les RDC, Dani Singoma, a plaidé pour l'obtention d'un cadre juridique du CCN, SC et pour un dialogue structurel entre le gouvernement et la société civile. Plusieurs messages d'encouragement et d'espoir ont été prononcés tour à tour par les représentants des partenaires financiers et techniques de la société civile et de l'émissaire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Rappelons-le que les travaux vont se poursuivre en panel jusqu'au 9 juillet 2021. L'enseignement pour la filière technique à l'ISPT au Katanga va se donner avec les matériels didactiques appropriés pour faciliter la compréhension aux étudiants. C'est lot important de matériel doté à l'Institut supérieur est un don de partenaires extérieurs réceptionné par le ministre des tutelles, Moïndo Zangui, nous confirme Edith Chala sur le commentaire de Yvette Makuntima. C'est une dotation obtenue grâce au programme d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire universitaire PEC-PSU. Programme qui consiste à équiper les instituts supérieurs techniques et écoles d'application de matériel didactique adéquat pour une formation de qualité. La dite dotation est une volonté manifeste du gouvernement de la République qui tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers les pays. Parmi les bénéficiaires, l'on compte l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'Ikassi, dans la province du Haut-Katanga. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a réceptionné ces lots importants des équipements destinés aux filières techniques. Motif de satisfaction pour le membre de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU du Haut-Katanga, comme ceux du comité de gestion de cet alma mater. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a également visité l'Institut supérieur des techniques médicales. Les personnels de cet institut supérieur public ont saisi cette opportunité
pour présenter leurs doléances, notamment l'insuffisance des matériels et des enseignants qualifiés, ainsi que la mécanisation des enseignants. De leur côté, les étudiants se sont plaints du manque d'électricité dans l'enceinte de l'université. Ces doléances et bien d'autres soulevées ont trouvé un répondant positif de la part du ministre Mohindo Nzangi, qui a directement réuni toutes les parties prenantes ainsi que le maire de la ville de Likasi pour qu'une solution soit trouvée. Le Kasaï oriental est l'une des provinces dont l'avion de décollage pour le développement n'a même pas encore commencé le taxi. Pour le démarrer, l'élection d'un nouveau gouverneur est une priorité, ce qui justifie alors la descente du sénateur Eric Ngalula Ilunga Ambujimai, un candidat potentiel au poste de gouverneur qui explique ses ambitions pour le développement de la province dans ce reportage de Yolande Voka. La province du Kasaï oriental attend avoir un nouveau chef de l'exécutif provincial, du moins pour les 3 ans à venir. Poste est resté vacant depuis la déchéance du Jean Maouéja Mouteba par les députés provinciaux ayant un profil intellectuel, moral, relationnel et surtout managérial adéquat pour assurer le décollage du Kasaï oriental à travers une gestion efficiente et efficace des ressources humaines, minières, énergétiques et tant d'autres qui regorgent cette province. Le candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga est allé faire part de ses ambitions au groupe provincial de sénateurs du Kasaï oriental et échanger avec eux sur le développement de cette province qui peine à décoller. Les sénateurs Edi Mundela Kankou, vice-président du Sénat, Ogi Ilunga Chivuila, président du groupe provincial Kasaï oriental et Odette Mbouingoy, vice-présidente, ont prêté une oreille attentive aux propos du candidat gouverneur Eric Ngalula Ilunga qui s'est dit prêt et déterminé une fois porté à la tête de cette province à relever les défis énormes de la province diamantifère actuellement confrontée à plusieurs maux. L'hôpital général de référence de la province de Mai-Ndombe a bénéficié de matériel et kits médicaux pour la prise en charge de malades. Mais l'état défectueux de routes de dessertes agricoles ne permet pas aux patients d'y accéder, ni même aux agriculteurs d'évacuer leurs produits. Des tables d'accouchement, un autoclave, un lit opératoire moderne, tout pimpant neuf et des intrants de laboratoire, tels sont le matériel sanitaire dont de l'ONG Yamewa Développement Yamed en sigle à l'hôpital général de référence de Bossobé, territoire de Koutou, province du Mai-Ndombe. C'est lot de matériel réceptionné avec large sourire par le médecin directeur de cette formation sanitaire, Dr Pascal Mbey, a été remis personnellement par l'administrateur président de cette ONG, John Mbou Letang, sous l'œil intéressé de la population de la cité de Bossobé. Dans son mot de circonstance, il a exprimé son souci et sa volonté d'accompagner le gouvernement de la République pour les soins de santé de qualité à apporter à la population. Il était question de réaliser une promesse que j'avais donnée, que j'allais appuyer l'hôpital de Bossobé en logistique, de laboratoire et en termes de salle d'opération. Frappé par ces gestes, le docteur Pascal Mbey a manqué de mots pour remercier son hôte, tout en promettant une gestion rationnelle du matériel reçu et a profité de cette opportunité pour solliciter l'intervention de John Mbouletang dans la solution des problèmes de l'impayement dont souffrait la majorité des personnels de l'hôpital général de Bossobé. Signalons que l'ONG Yamed a déjà posé le même geste dans plusieurs formations sanitaires dans le même territoire. Un autre fait a retenu l'attention de John Mbouletang, administrateur président de l'ONG Yamed. C'est l'état de dégradation très avancé des routes de dessert agricole de cette partie de la province du Mai-Ndombe. Il faut donc faire quelque chose, il faut faire vite pour désenclaver les territoires de Koutou. La culture est un élément rassembleur dans la promotion de l'unité et de la paix entre les communautés. Le festival de piroguiers de Kailo dans la province du Maniema confirme cette assertion. Il a été mis à profit pour renforcer l'unité entre communautés du territoire sur initiative de Maître Edi Moké, notable de peuple autochtone de Basso-Ngola. D'autres détails dans ces commentaires de Rodé Panda. Pour l'unité
de la province d'Imaniema en général et celle du territoire de Kailo en particulier, avec en son sein ces 3 secteurs et une chefferie qui représente le principal tribu, à savoir les Balangam, les Damboué, les Basongolam et les Banguinguelam. Tous les éléments socioculturels sont à mettre à profit. Sur l'initiative de l'Asbel Lubunga central du président Mogota, Maître Edi Moké, l'un des notables du territoire de Kailo, au Maniema, appartenant au peuple autochtone de Basongolam, a organisé le festival, une compétition sur le fleuve Congo au port de Kindoum et faire la promotion culturelle de l'unité. En présence du gouverneur Aïe, Idriss Mangala, précise Maître Edi Moké. Vous savez que la culture unit tout un peuple. L'autre fois, c'était autour de 3 objectifs. Consolider l'unité des peuples songola comme peuple autochtone, ici du territoire de Kailo, faire la promotion de nos valeurs culturelles et de 3, revendiquer les droits dits aux autochtones, comme ça se passe sur d'autres provinces. Vous êtes à Kinshasa, vous trouvez le Tekeumbu. Nous nous sommes dit, nous devons suivre, épouser la vision du chef de l'État. Et vous savez, le chef de l'État actuel fait de la culture comme son cheval de Troie. Nous devons tous soutenir le chef de l'État. Bien avant le jour de la manifestation, Edi Moké est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Et la boucle de son séjour était consacrée à l'implantation de son parti politique, le CDR, parti cher à son autorité morale, Jean-Lucien Boussa. De nouvelles routes sont construites, d'autres sont réaménagées et même modernisées. Mbujimaï sera bientôt revêtu de sa plus belle robe dans le cadre du projet pilote dénommé Tshilé-Gelou, initié par le chef de l'État. Le conseiller principal du président de la République en matière d'infrastructure, David Moukeba Kalengai, qui a inspecté les travaux, se dit satisfait de l'évolution. Nous confirme Willy Atunakov dans ses commentaires. En Mbujimaï, chef-lieu de la province orientale, les travaux de modernisation par l'entreprise chinoise Crexet sous la supervision de la direction provinciale de l'OVD, Office de voirie et drainage, dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, entendait pilote initié par le chef de l'État et ceux de lutte anti-érosif, financé par le Fonds national d'entretien routier FONER, vont bon train. Ce constat reluisant a été fait par le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures lors de son séjour de travail dans cette capitale mondiale du diamant. Sous la guidance du directeur provincial de l'OVD Kasaï Oriental, ingénieur Trésor Kachala Chibanda, et de la mission de contrôle David Moukeba, a inspecté tour à tour la base vide de Crexet, le travaux de construction des ouvrages d'assainissement sur l'avenue Lusambo et les travaux de stabilisation des érosions autour du rond-point Petrobumba. Nous avons constaté que le projet est bien vivant, il est en train d'être exécuté. Il ne nous reste plus qu'à évaluer ce qui est fait sur le terrain et ce qui a été prévu au bureau. S'il y a des écarts, et c'est là on va intervenir. Rappelons que la première phase du projet Tshilé-Gelou, qui concerne toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, est en cours de matérialisation à Kinshasa, la capitale, sur 40 km de voirie à moderniser, et dans l'espace Grand Kasaï avec 100 km de voirie, dont 25 pour la ville de Mbujimaï, justement, et 35 km pour la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Ce sera donc tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Françoise Bouela va me relayer à 20h pour la grande édition du journal. Et moi, je vous retrouve demain à 19h pour le journal du soir. Gardez vos yeux bien ouverts sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer à temps réel. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.